Je suis Joanne Sonnard et l'émission qui suit est mon projet d'accès. Bon visionnement. Aujourd'hui, à Saint-Marche-Doc, l'autisme, les problèmes d'apprentissage chez l'enfant et leur lien avec notre environnement. Une visite au pavillon Ferdinand Vendry, un endroit propice à la formation des futurs médecins à l'Université Laval, et penser nos écoles pour en faire des milieux attrayants, dynamiques, plus verts, qui incitent les enfants à bouger et à apprendre. Bienvenue à Saint-Marche-Doc. Cette semaine, il est question de santé mentale chez nos enfants et particulièrement de l'autisme. Saviez-vous que le taux de prévalence du trouble du spectre de l'autisme est évalué à environ une naissance sur 94 et ces chiffres ne font qu'augmenter. L'an dernier, dans nos écoles, un enfant sur 70 à la formation générale était autiste. C'est la catégorie d'élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage la plus représentée au Québec. Et qu'est-ce qui explique qu'il y en ait autant? J'en ai discuté avec le docteur Paul-André Desmarais, pédopsychiatre. Bonjour, docteur Desmarais. Bonjour. Docteur Desmarais, vous êtes pédopsychiatre, c'est-à-dire que votre pratique est dédiée aux problèmes de santé mentale chez les enfants. Est-ce que les enfants sont en bonne santé mentale au Québec? Fort heureusement, nos enfants sont en bonne santé mentale. Il n'en demeure pas moins qu'un enfant sur 5 va recevoir un diagnostic de trouble mental durant l'âge pédiatrique. Donc, 10 à 12 vont recevoir les diagnostics les plus fréquents comme le trouble d'adaptation ou le trouble déficit de l'attention. Et un enfant sur 70 en 2015-2016 au Québec recevait un diagnostic de trouble du spectre autistique. C'est quand même beaucoup. Oui, c'est un diagnostic qui est en augmentation de façon préoccupante au cours des dernières années et on a cherché plusieurs explications à cette augmentation. Qu'est-ce qui peut expliquer, comment la science peut expliquer ça? En fait, il y a d'abord des changements au niveau, je dirais, de la sensibilité diagnostique. Avec les années, on a modifié les critères, on a mieux cerné les critères, les caractéristiques essentielles du trouble du spectre autistique, ce qui permet maintenant de reconnaître des enfants qui ont des troubles du spectre autistique, mais beaucoup plus légers qu'auparavant, mais qui ont quand même un impact significatif sur leur fonctionnement, leur intégration scolaire et sociale. Donc, modification de la sensibilité diagnostique, meilleur accès également aux services diagnostiques. La plupart des CI3S maintenant ont des équipes, des cliniques du développement qui peuvent accueillir plus tôt les enfants pour leur offrir une évaluation multidisciplinaire, alors qu'auparavant, on devait plus souvent qu'autrement, être en attente, parfois une attente beaucoup trop longue, malheureusement, sur les listes d'attente de pédopsychiatrie pour obtenir un diagnostic. Donc, l'accès aux services est maintenant amélioré. Maintenant, on voit que dans la recherche, on s'interroge sur différentes lignées de causes. Une première cause qui est génétique. Plusieurs explications concernent la génétique du trouble du spectre autistique. Il y a aussi les causes du fonctionnement du système nerveux central et de plus en plus, on commence à reconnaître des causes de nature environnementale, à tel point que même un organisme comme Autisme Québec a ajouté en 2017 cette dimension à son site Web. Parlez-moi justement de ces causes environnementales-là. C'est quand même un domaine de pointe dans la recherche, c'est-à-dire que c'est un domaine qui est sensiblement récent. En quoi ça consiste, les causes liées à l'environnement? Qu'est-ce que ça représente? En fait, on regarde ce problème-là en se préoccupant du moment du développement. C'est très important parce que au cours du développement, le système nerveux va en quelque sorte constituer son architecture. Donc, on peut observer dans des recherches des causes qui surviennent, qui agissent probablement au moment de la vie intra-utérine.
Alors, des substances comme le dioxyde d'azote ou même des fines particules de poussière peuvent être absorbées dans les poumons de la mère et se retrouver dans la circulation sanguine et par la suite traverser la barrière placentaire. Également, on a tout ce qui survient pendant le développement du jeune enfant, donc après la naissance. C'est aussi une période critique. Ce que les études nous montrent, évidemment, ce sont des études qui ont été faites sur des mammifères comme les rats, que même à des taux d'exposition qu'on pourrait dire représentatifs des niveaux de pollution qu'on rencontre dans des villes de dimension moyenne aux États-Unis. Par exemple, une étude à Rochester a démontré qu'il y avait un impact sur le système nerveux des rats. Donc, ce que vous êtes en train de me dire, en fait, c'est que la pollution dans l'air, la pollution dans les villes pourrait avoir un impact. C'est ce qu'on est en train d'étudier finalement, pour avoir un impact, par exemple, sur les troubles du spectre de l'autisme, les problèmes d'apprentissage. En fait, on est en train de documenter ça, c'est ça? Oui, tout à fait. De plus en plus d'études apportent des éléments nouveaux par rapport à ces causes environnementales. Les liens entre l'exposition aux polluants atmosphériques et l'autisme sont de plus en plus définis, particulièrement lors de la grossesse de la mère, mais aussi lors de la petite enfance. Agir sur notre environnement fait maintenant partie de la solution, et le transport est certainement l'un des défis les plus importants. Et on sait que la pollution dans les villes est essentiellement dirigée ou provient particulièrement du transport automobile, des autoroutes. Est-ce que, selon vous, ça pourrait être une option intéressante d'agir sur ces causes-là? Quelles seraient les pistes de solution, finalement? C'est d'autant plus important d'agir sur nos moyens de transport qu'on a des études qui démontrent que pour chaque 10 d'augmentation des dioxydes d'azote, on a environ 10 d'augmentation dans le nombre d'enfants qui vont recevoir une médication psychiatrique. Donc, il semble y avoir quelque part un lien assez clair entre le niveau de pollution et le fait de recevoir un diagnostic qui mérite par la suite une médication psychiatrique. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant à partir d'aujourd'hui? On doit promouvoir davantage l'utilisation des transports actifs, limiter notre utilisation de transports qui utilisent les hydrocarbures, donc aller vers une électrification des transports, aller vers d'autres formes de moyens de se déplacer. Là, il y a le fait de travailler sur la pollution aussi, mais comment la diminuer? J'imagine que tout le volet qui est verdissement des villes peut être aussi une avenue intéressante. Oui, l'utilisation de la verdure et des arbres dans les villes peut être une bonne façon d'apporter un assainissement de l'air, car les arbres ont un très bon potentiel et d'absorber les composés volatiles et aussi de retenir les fines particules de poussière. Docteur Desmarais, on a regardé, en fait, le fait que la pollution pouvait avoir un effet autant chez les bébés qui étaient dans le ventre de leur maman que chez les adolescents. Donc, le fait de diminuer la pollution, est-ce que ça peut avoir un impact aussi chez nos enfants? Oui, tout à fait. Non seulement durant la vie utérine, mais pendant tout le développement de l'enfant, le système nerveux est en train de se constituer, de constituer son architecture, d'établir ses connexions, d'apprendre à moduler les différents mécanismes. Alors, oui, ça peut être bénéfique tout au long de cette période de vie. Docteur Desmarais, qu'est-ce qui fait que les enfants sont plus vulnérables envers la pollution? C'est parce que leur système nerveux est en développement. Donc, pendant la vie intra-utérine, les cellules commencent à se multiplier. Il y a des moments du développement intra-utérin où il y a 250 000 neurones qui vont éclore, qui vont se développer à la minute. Par la suite, les cellules vont migrer et s'installer dans des agglomérations, établir des connexions entre elles. Ça va devenir les futurs systèmes et sous-systèmes de notre cerveau et du système nerveux. Alors ça, c'est la période intra-utérine et tout au long du développement de l'enfant et de l'adolescent,
l'architecture continue de se raffiner, les connexions continuent de se moduler. Donc, c'est son développement qui rend l'enfant plus vulnérable. C'est aussi le type d'activité, puisque les enfants jouent dehors, donc ils sont exposés à la qualité de l'air. Est-ce que cet effet-là a été démontré scientifiquement? Est-ce qu'on était capable de prouver que ça avait un impact? Par les études qu'on a faites sur les mammifères et les rats, et parfois même dans des autopsies d'enfants, on a retrouvé au niveau du système nerveux les fines particules. Ce sont des particules de poussière, on les appelle les PM2.5, parce qu'elles mesurent moins de 2,5 microns. Donc, fines particules de poussière qu'on retrouve dans l'air. Et ces particules-là génèrent un processus d'inflammation dans le système nerveux qui vient abîmer la barrière hémato-encéphalique. Donc, on observe que des zones de cellules qui agissent un peu comme des frontières pour protéger le système nerveux des éléments qui pourraient être en circulation dans le sang, cette frontière-là, elle est abîmée. Et finalement, même de fines particules ou certaines substances nocives vont pouvoir traverser et être assimilées par les cellules. Merci, Dr. Desmarais. Merci à vous. Je suis étudiante de médecine en deuxième année à l'Université Laval et je me demandais si de bas niveaux de pollution pouvaient causer des maladies mentales chez nos jeunes. Il semblerait que oui, puisqu'on a une étude britannique qui démontre que pour chaque augmentation de 10 microgrammes de dioxyde d'azote, on retrouve une augmentation de 9 de prescription de médicaments psychiatriques dans la population. Donc, même lorsqu'on est en deçà de la limite de 40 microgrammes fixée par l'Organisation mondiale de la santé, on observe un effet et des corrélations sur la prescription de médications psychiatriques. Notre façon de construire des bâtiments a un impact dans notre milieu de travail. Nous l'avons vu avec l'architecture biophilique. Mais qu'en est-il dans le milieu scolaire? Est-ce que c'est possible d'améliorer la concentration et de faciliter l'apprentissage? On a souvent parlé à Saint-Marche-Doc d'architecture biophilique dans un milieu de travail. Expliquez-moi quels bienfaits ça peut apporter dans le milieu scolaire, jusqu'à quel point on peut remarquer des bienfaits. Bien, l'idée là-dedans, puis il y a quand même de la littérature qui supporte ça, c'est de faire en sorte que les étudiants ont de meilleures chances de réussite au niveau scolaire, dans justement cette capacité qu'ils ont de mieux se concentrer. C'est comme ce contact avec la nature là, permettait aux élèves d'être moins distraits par je sais pas, leur environnement immédiat là, qui est moins intéressant. Et à ce moment-là, donc, de se concentrer sur leurs études, sur l'acquisition des habiletés qu'on désire leur inculquer. Et ça joue aussi sur la concentration, j'imagine? Ou... Exactement. Donc, cette idée de diminuer le stress, cette idée d'augmenter la concentration est extrêmement importante, puis particulièrement pour les sciences de la santé, parce qu'il faut comprendre qu'on demande à ces étudiants-là de se mettre dans des situations qui sont parfois très tragiques, de prendre soin de patients qui ont des maladies parfois mortelles. Et cette idée-là d'être capable de pouvoir se concentrer, de diminuer le stress, à notre sens, permet d'être davantage en dialogue avec les patients avec qui ils doivent établir cette relation thérapeutique. Est-ce qu'on vous en parle du pavillon? Est-ce que les étudiants vous en parlent? Comment ils se sentent dans ce pavillon-là? Bien, les commentaires sont positifs. On a des commentaires également de professeurs ou d'enseignants de d'autres facultés également de médecine canadienne qui viennent ici à l'occasion et qui nous trouvent très chanceux d'avoir cet environnement là, qui a été créé avec cet élément-là à l'esprit. Vous le disiez, bon, on est dans un contexte particulier, ce sont des étudiants en médecine. L'architecture biophilique a aussi un côté préventif de certaines maladies. Jusqu'à quel point c'est important maintenant dans la formation des futurs étudiants, la prévention? Est-ce que c'est quelque chose qu'on prend en considération? Bien, c'est quelque chose qui est extrêmement important parce que si on regarde toute la question de la santé, il faut comprendre que le curatif, donc où on soigne une maladie, c'est une petite portion de ce qu'on peut faire en santé. L'impact qu'on peut avoir en travaillant sur les déterminants sociaux de la santé, tels que le logement, tels que l'emploi, la nutrition, c'est extrêmement important et ça a vraiment des capacités vraiment plus importantes de garder quelqu'un en santé durable tout au cours de sa vie. Donc, ces éléments-là sont inculqués à nos étudiants et tout cet aspect-là de prévention et de travailler avec les patients, pas seulement sur leur maladie, mais sur la prévention d'autres maladies, sur le maintien en santé est extrêmement important.
Donc, comment ça se traduit dans leur formation maintenant? Est-ce qu'on a des choses en particulier? C'est-à-dire, est-ce qu'on a une sensibilité? Est-ce que c'est nouveau comme sensibilité? Est-ce qu'on devrait en voir de plus en plus sur le terrain? Ou... Écoutez, ça fait partie de tout le développement, en fait, d'approche par compétence de l'enseignement au niveau des professions de la santé qui, je vous dirais, origine à peu près des années 2000. Entre autres, au niveau du Collège royal des médecins et chirurgiens, on a déterminé 7 compétences fondamentales qu'il faut que les étudiants acquièrent, dont la promotion de la santé, donc, qui est l'équivalent de la prévention. Et cet aspect-là est donc inculqué du tout début là, de la formation jusqu'à la résidence et jusqu'à la pratique également, le maintien des compétences en pratique. Donc, cet aspect-là est évalué à l'intérieur de stages et on s'assure que les étudiants ont les capacités nécessaires pour aider les patients à prévenir certaines maladies ou à faire en sorte de mitiger ou de diminuer les impacts des maladies dont ils sont affectés. Est-ce que c'est quelque chose qu'on va voir se répéter dans les prochaines années? Est-ce que c'est une préoccupation qu'on va avoir de plus en plus grandissante, autant dans le domaine de la santé, mais aussi dans le milieu scolaire? Bien, je crois que oui, il y a quand même des évidences au niveau de la littérature qui suggèrent donc des performances scolaires qui sont supérieures si on est attentif à l'environnement dans lequel les étudiants étudient, donc à savoir de ce rapprochement de la nature dont on parlait, avec la nature dont on parlait tout à l'heure. Donc cet aspect-là, à mon sens, va devenir important et va être à ce moment-là inclus là, dans les plans des architectes afin de nous assurer d'avoir des environnements optimaux pour nos étudiants. Mais déjà, les bienfaits qu'on observe, en fait, on peut d'ores et déjà vouloir répéter l'expérience. Tout à fait. Puis nous, on prend pour acquis donc les témoignages de nos étudiants qui sont à l'égard de l'admiration ou, comment dire, l'appréciation qu'ils ont de l'environnement dans lequel ils étudient est positif et est garant à ce moment-là qu'on puisse reproduire certains de ces éléments-là dans d'autres constructions. C'est déjà une preuve scientifique. Merci beaucoup, Dr. Poitras. Ça me fait plaisir. Merci. Je suis étudiante en médecine en 2e année. Je me demande si c'est juste les étudiants de la faculté de médecine qui profitent d'un pavillon biophilique. En fait, non. Tous les étudiants peuvent bénéficier d'une architecture biophilique. Si on regarde ici à l'Université Laval, donc il y a certains pavillons qui sont extrêmement intéressants, dont le pavillon Kruger. Il faut voir également qu'on n'est pas obligé de construire un pavillon entièrement pour faire de l'architecture biophilique, dans le sens que ça peut être un aménagement lors de rénovation, ça peut être d'entrée de la verdure au niveau d'un espace, et ça permet à ce moment-là d'avoir un effet là, sur l'apprentissage de nos étudiants. En novembre dernier, le gouvernement du Québec lançait son projet de Lab-École, qui est un endroit commun de réflexion qui vise à penser à quoi pourraient ressembler nos écoles dans le futur. C'est un projet qui est porté par le triathlète Pierre Lavoie, le chef et animateur Ricardo Larrivé et l'architecte Pierre Thibault. Donc, le projet vise à rénover 5 écoles modèles pour la rentrée scolaire 2021 à partir des recommandations du laboratoire. C'est pas la première fois que Pierre Thibault réfléchit à l'avenir de nos écoles. Je l'ai rencontré. Bonjour Pierre Thibault. Bonjour. Expliquez-moi, vous êtes un des fondateurs du Lab-École. Pourquoi vous avez initié ce projet-là? Écoutez, ça fait bien des années que je me promène à travers le Québec et je suis très sensible à l'environnement et je regarde les écoles qu'on fait au Québec puis je me dis, on peut faire mieux. L'école a peu évolué. Je suis retourné à la fin de l'année dernière dans mon école primaire, ici dans la région. Puis je suis rentré dans mon école, j'étais tellement étonné, il n'y avait rien qui avait changé. Donc, ça fait presque un demi-siècle que j'étais à l'école primaire. Tout a changé dans la société. L'école doit s'adapter. Donc, je pense que c'est important de créer un milieu de vie parce que quand j'étais à l'école, moi, j'y allais, puis je ne mangeais pas à l'école, je revenais chez moi, puis j'arrivais tôt à la maison. Maintenant, les enfants sont souvent laissés très tôt le matin, puis on les reprend tard le soir. Donc, l'école, pour eux, c'est comme une seconde maison. Donc, il faut que ce soit le milieu le plus chaleureux possible pour leur permettre d'avoir une vie agréable. Vous vous donnez un peu comme mandat de réfléchir à quoi pourrait ressembler l'école du futur. Vous avez visité d'autres endroits dans le monde, vous y avez déjà réfléchi. À quoi ça pourrait ressembler, cette école-là? En fait, ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est que l'enfant a besoin aussi je dirais, de bouger peut-être, hein, parce qu'il y a des écrans, il joue moins dehors. Donc l'école, je pense qu'on se rend... La cour de récréation est un lieu extrêmement important. Donc, il faut que l'enfant soit dehors. Donc, les écoles que j'ai vues, c'est qu'on fait des classes extérieures, il y a des abris. On fait en sorte que la cour est vraiment un prolongement
de l'école. Puis la cour, bien, elle est tellement attractive qu'elle sert aussi le soir puis la fin de semaine. Donc, je pense que dans la cour, il y a des arbres, il y a des modules de jeu, il y a des grandes tables à pique-nique, il y a des endroits pour s'asseoir. Donc, c'est vraiment ce qu'on peut rêver de mieux pour bouger dehors. Donc ça, je pense que c'est un élément intéressant. L'autre chose qu'on veut introduire, parce qu'il y a 3 éléments. On veut changer l'environnement, mais on veut aussi permettre aux enfants d'avoir de saines habitudes de vie et de mieux comprendre l'alimentation. Donc, on veut un endroit où les enfants vont pouvoir aussi apprendre à manger, apprendre à faire la cuisine d'une certaine façon, parce qu'on croit qu'actuellement, dans les écoles, on est bousculé pendant l'heure des repas. Ça se fait rapidement. On dit, est-ce que le repas pourrait pas être un moment de sociabilisation, un moment convivial? Donc, on veut un lieu qui va être agréable aussi, ouvert sur la cour, où on pourra manger dehors. Donc, tout l'espace repas devient un endroit agréable, mais un endroit aussi polyvalent, dans la mesure où, dans le reste de la journée, on peut venir y faire des activités, du travail collaboratif, des petites présentations dans le cadre, des petits spectacles. Donc, on veut aussi changer ces éléments-là et on veut transformer le gymnase. Le gymnase, même, on se dit, dans certaines écoles, on veut quelque chose au niveau acoustique, aussi encore quelque chose qui va être ouvert sur l'extérieur. On veut modifier ça et on veut ajouter, parce qu'il y a 4 éléments qui ont changé beaucoup. Avant, l'école, c'était beaucoup être assis un derrière l'autre, écouter un professeur. Maintenant, il y a plusieurs activités qui sont intéressantes. On veut que l'enfant apprenne à collaborer. C'est de plus en plus important. Donc, si on veut que l'enfant collabore, bien, il faut qu'il y ait des espaces où il puisse collaborer. Donc, la configuration de la classe a changé. On parle aujourd'hui un peu de station. Certains, l'anglicisme dit, parle de flexible sitting. Donc, l'enfant ou de pédagogie inclusive. Le professeur peut être avec 3 enfants pendant quelques temps. Après ça, les enfants vont lire dans un autre espace. Donc, comment on permet à l'enfant d'avoir des lieux qui vont lui permettre d'être dans le bon état pour faire chacune des activités qu'il veut? Alors, c'est un peu... Les Danois parlent d'un professeur adjoint. Quand l'espace est bien conçu, ça facilite beaucoup la vie du professeur. Ça facilite la vie de l'enfant parce qu'il n'y a personne, même un adulte, ne pourrait pas être assis toute une journée sur une chaise en rang. C'est pas possible. Alors donc, on permet à l'enfant de bouger et à ce moment-là, comme je disais, de collaborer, aussi d'explorer. On voit que le monde a changé. On parle aujourd'hui des travailleurs autonomes. Les gens vont avoir à créer probablement leur emploi. Donc, c'est très différent des anciennes générations. Donc, l'enfant doit être ouvert à ça. On parle de Fab Lab, des endroits où il va pouvoir... Alors, il faut que l'école puisse contenir tous ces lieux qui vont favoriser l'épanouissement de l'enfant. Et on se dit, ce qui est bien, on le veut pour l'enfant pendant la journée, mais on se dit, tous ces espaces-là peuvent servir aussi à la communauté. Le soir, pourquoi pas un cours de cuisine parents-enfants le soir? Papa, je vais te montrer la recette que j'ai appris à l'école. Viens avec moi, on va faire ça. Donc, de faire en sorte qu'il y ait ces espèces d'échanges-là, que la bibliothèque qu'il y a à l'école devienne aussi peut-être, viens, on va aller lire des livres ensemble ce soir. Donc, que l'école soit tellement attractive que l'enfant se dise, c'est là que j'ai le goût d'être. Ça me dérange pas d'y retourner le soir ou la fin de semaine, avec ma sœur, avec mon frère, avec des amis. Donc, c'est un peu aussi cette vision-là. On veut un lieu accueillant. Quand je suis allé à l'école, c'était une boîte de briques dans une marée d'asphalte. Quand je suis arrivé, j'ai eu un choc qui m'a marqué pour la vie. Là, on voudrait que l'enfant arrive devant l'école et dise « Hey, c'est même dans des quartiers, on dirait même un peu moins favorisés, ça pourrait peut-être l'endroit le plus beau de sa vie, le plus accueillant, le plus chaleureux. » Et de faire en sorte, je vois tellement de professeurs, de directeurs qui sont motivés. Imaginez-vous si on les place en plus dans le meilleur environnement. Ils vont pouvoir faire, je pense, des miracles avec nos enfants. Vous parlez de milieu de vie attrayant. J'aimerais aussi qu'on parle, vous avez une préoccupation dans vos écrits, même dans le cadre du Lab École, du verdissement des écoles, du contact avec la nature. Expliquez-moi. Bien, on sait que ça a un effet apaisant, la nature. C'est vraiment... Et c'est ça qui m'a surpris. Je suis allé dans l'école de mon enfance, aucun arbre. Ça fait un demi-siècle qu'ils n'ont pas planté ni devant. Imaginez, ils ont un problème de surchauffe dans les classes. S'il y avait des grands arbres avec des feuilles qui leur donnaient de l'ombre, puis de la classe, tu vois l'arbre. Et quand tu es dans la cour, tu as de l'ombre aussi par rapport à... Alors donc, c'est important, ce contact-là. J'ai écrit le dernier livre avec mon ami François Cardinal, puis il a écrit aussi « Perdu dans la nature ». Plein d'études, on est moins malade quand on est en contact. On est plus ouvert à l'autre. La présence de la nature a cet effet apaisant. Et ça montre à l'enfant cette beauté-là qu'on peut avoir partout. Donc, je pense que c'est un élément qui coûte presque rien. En pédagogie aussi, qui est très important. Extrêmement important. Je veux dire, on fait nos herbiers, on fait nos choses. Si on peut avoir cette diversité-là, puis ce qu'on souhaite aussi, puis certaines écoles l'ont, puis c'est tellement beau de voir les potagers.
Là, vous faites des recommandations, c'est-à-dire que vous écoutez les gens, vous allez faire des recommandations. Avez-vous bon espoir que les choses changent, que les recommandations ne soient pas lettres mortes? Bien, nous, en fait, on ne veut pas faire juste des recommandations, on veut accompagner pour construire des nouvelles écoles. Parce qu'on se dit, c'est important que les gens aient des exemples. Si des recommandations, effectivement, c'est facile de mettre ça, mais accompagner des gens, créer le meilleur milieu. On veut, pour créer ces écoles-là, avoir le directeur, on veut les professeurs, on veut les enfants, on veut les parents, on veut les gens de la communauté, ensemble réfléchir sur ce que va être l'école, les accompagner, puis on veut les construire pour que les gens puissent venir voir. Et on veut même, après ça, essayer de voir l'impact positif, donc mesurer quel aura été l'effet positif de tout cet environnement-là sur tout le milieu enseignant, sur les enfants, sur les parents, sur la communauté. Donc, nous, c'est vraiment un projet sur plusieurs années. On pense que c'est important et on veut que ça devienne un peu, les gens vont dire « Ah, oui, c'est ça qu'il faut faire ». Donc, qu'il y a un effet d'entraînement après ça pour l'ensemble. Bien sûr, on ne reconstruira pas toutes les écoles, mais on va pouvoir les transformer pour amener tous les éléments qu'on va avoir tous ensemble jugés efficients et opportuns pour le mieux-être de nos enfants. On va surveiller ça avec beaucoup d'attention. Merci, Pierre. Alors, on est là. Merci. Merci. Comme nous venons de le voir aujourd'hui, non seulement notre environnement a un impact sur notre santé, mais aussi sur notre façon d'apprendre. Pourquoi alors ne pas faire de nos écoles des endroits plus verts, plus attrayants? Pourquoi ne pas faire de nos écoles de véritables milieux de vie qui facilitent l'apprentissage? En terminant, Dr Desmarais, est-ce que d'autres études sont nécessaires pour démontrer les liens entre notre environnement et la santé mentale chez les jeunes ou on devrait agir dès maintenant? Quand il s'agit de la santé mentale de nos enfants, pourquoi on n'appliquerait pas également le principe de précaution? On l'applique, ce principe, pour préserver nos paysages, éviter de souiller l'environnement. Alors, je pense que la santé mentale de nos enfants mérite bien qu'on l'aborde avec les mêmes valeurs et le même souci. Merci, Dr Desmarais. Alors voilà, c'est ce qui complète l'émission pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. On se donne rendez-vous la semaine prochaine.